Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle review du dernier arc d'Higurashi Sotsu et on est en compagnie de... Des Gouachimag. Bonjour tout le monde. Voilà, vous allez bien. donc... Bon, il va y avoir un petit décalage, je sens, donc va falloir que je fasse des cuts au montage, ça va être insupportable. Voilà, donc présente-toi à l'audience. Bah alors, je me présente à l'audience, donc Beko de Higurashimag, autre fan faisant des reviews sur l'anime. Évidemment, contrairement à certains ici, je n'ai regardé que la première série, donc je n'ai pas fait le VN, voilà. Donc je ne suis pas un puriste. Gagné, énorme au passage, mais c'est pas grave, hein. Voilà, on accepte les. Voilà. Chacun son église, et peut-être présenter ce que tu fais sur ta chaîne, voilà, le lien sera dans la description. Sur Higurashimag, c'est... Au début, je voulais consacrer la chaîne qu'à Higurashi, sauf que le souci, c'est que vu que Sotsu est terminé, il y a plus beaucoup de choses à faire dessus. Et faire que du jeu mobile, ça serait inintéressant, donc je pensais que c'était mieux de consacrer cette chaîne au When They Cry. Évidemment, je parlerai toujours d'Higurashi parce que je compte faire des vidéos sur les personnages. Et bientôt des reviews d'Umineko sur la chaîne Higurashimag, on apprécie. C'est faux. Je pense que je vais pas tarder à renommer ça When They Cry Mag, j'avais pas prévu ce détail-là. Ouais, ce serait pas mal. Du coup, pour petit rappel de ce qui s'était passé dans l'arc précédent, voilà, cette review va être un peu spéciale, mais on va quand même suivre les grandes lignes habituelles, hein, pour rappeler ce qui s'était passé. Donc, Satoko s'était séparé entre Satoko et Sato Rouge, et c'était n'importe quoi. L'épisode 11 était très chiant, il se passait pas grand chose. Oishi finissait par buter Rika, et donc on était reparti dans ce qui est le dernier arc de la série. Donc où toutes les péripéties vont se résoudre. Pour faire court, disons, avant qu'on développe, qu'est-ce que t'as pensé de ce dernier arc? Alors, ce que j'en ai pensé, c'est déjà plusieurs choses. Déjà, pour aborder le peu de positif, selon moi, c'est que déjà, il y avait de bonnes animations. Je suis d'accord. L'animation était très bien. Mais en soi, le scénario, toujours aux cacahuètes, hein, c'est n'importe quoi, comment c'est surabusé, en fait. Genre, t'as limite l'impression qu'en fait, il régresse par épisode. En termes de scénario. C'est pas faux. Sur certains points plus que sur d'autres, d'ailleurs. Il régresse vraiment par épisode dans le scénario. Je pense que ça, voilà. je présume que tu vises très fort Satoko, déjà pour commencer. Ah, je vise très fort Satoko, mais ça c'est pas possible de viser Satoko, ça crève les yeux d'un aveugle. Voilà. Bon, du coup, je vais garder un peu la surprise, hein. D'autant qu'on va commencer par l'épisode 12 et on va passer rapidement dessus parce que chose dont il faut se rendre compte, c'est que l'épisode 12 est composé d'environ 80% d'images recyclées déjà, ce qui est un bonheur. Voilà, parce que Sotsu on aime Sotsu pour son recyclage, bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est l'écologie. Il y a quand même 2-3 points qu'on peut noter, notamment le fait que Hanyu commence à être mise en avant dans cet épisode. Honnêtement, je trouve que il y avait aussi quelque chose d'intéressant à exploiter avec Hanyu, par rapport à son rapport à Eua et tout, mais que vraiment après ça, on n'a aucune idée de ce qui les lie toujours, hein, on sait toujours pas. À part le mindfuck, en mode apparemment c'est un de ses doubles, ce genre de choses, il y a rien d'autre qui a été apporté du coup. Ouais, c'est ça. Donc on apprend dans cet épisode que Hanyu se sacrifie, mais en fait on l'apprend même pas vu qu'on le savait déjà. Mais on apprend que c'était apparemment sciemment orchestré par Eua, donc elle voulait aussi pousser Hanyu au désespoir, hein, de ce qu'on a pu comprendre. Mais c'est pas plus exploité que ça, on connaît pas leur lien, et on le connaîtra pas dans les épisodes suivants, on connaît pas leur lien d'avant, on sait pas qu'est-ce qui se passe, etc. Et en plus, apparemment, selon certaines théories, il se peut que, en fait, Hanyu et Ea soient, on va dire, des séparés, et si on les rassemble les deux, ça forme Featherine, du coup. Ouais. Mais j'ai pas fait Mineko, du coup je peux pas savoir. J'ai pas vu cette théorie, j'en suis pas là dans mon Mineko toujours non plus, mais j'avais pas vu cette théorie. Ouais, effectivement, ça pourrait avoir du sens, mais pas tellement en fait.
Ouais, non, pas tant que ça. Voilà, surtout vu ce qui arrive à EUA à la fin de cet arc. Aussi concernant EUA, alors là j'ai pas l'impression que c'est que moi, mais tu l'as très bien, quand on a discuté avant, tu l'avais très bien dit. Qu'est-ce que tu penses d'EUA? Alors, qu'est-ce que je pense des EA? C'est très simple, c'est que le personnage il est insupportable. En fait, le personnage, c'est vraiment la caricature du personnage méchant, pour être méchant, mais bah en fait c'est mal apporté, parce qu'à part là, elle rigolait comme une baleine, elle fait rien d'autre en fait. C'est ça, même son objectif est claqué parce que à chaque fois qu'elle a l'ascendant sur un personnage, elle se contente de lui dire oh tu ne m'amuses pas. Donc voilà, tu comprends pas trop Ça, le... genre à chaque fois que tu l'ennuies, elle va juste te dire tu m'amuses pas, genre juste parce que elle a l'ascendant. Et c'est assez insupportable parce que bah ça n'est pas forme de charisme, genre t'as aucun charisme. Effectivement, et c'est d'autant plus dommageable pour le duel avec Hanyu qu'on dirait que Hanyu, en fait c'est un peu comme Rika Satoko quand il pense, parce que t'as vraiment le perso qui est ultra impliqué dans le duel et le perso dont t'as l'impression qu'il en a rien à faire et qui intervient jamais. Du coup il y a jamais de vraie dualité entre aucune des quatre en fait. C'est ça. C'est vraiment en fait ça se sent que il y a une personne qui est impactée dans le duel, mais l'autre est effacée. C'est ça, c'est très con. Surtout pour EUA qui est quand même un peu le plot de l'histoire, c'est quand même un peu à cause d'elle que tout arrive, donc ça aurait été bien de le développer. Et comme cet épisode c'est du recyclage, et ben on va direct passer à l'épisode 13. Voilà, ça va plutôt vite. Voilà. Et sur l'épisode 13 donc, si tu peux nous rappeler ce qui se passe. Alors dans l'épisode 13, bah du coup là encore c'est aussi du recyclage parce qu'on a l'épisode si je me trompe pas la fin de l'épisode 15, l'épisode 16 et l'épisode 17 de Gou qui sont recyclés. Mais à part ça, on a du coup l'intervention de Hanyu qui retrouve Eva et qui commence à se taper, mais le combat il dure à peine 20 secondes parce que bah Eva qui envoie une boule magique sortie de son cul dans la gueule à Hanyu et l'enchaîne comme une merde sur un mur, voilà. Ouais, c'est ça, et c'est très con parce que encore une fois dans cet épisode, c'est là où t'as le vrai duel finalement Hanyu et Ua, et pourtant Hanyu est dominée, mais elle est dominée que physiquement, elle est absolument pas dominée psychologiquement. C'est-à-dire qu'Ua a aucun contre-argument valable à lui opposer quoi. Et du coup Hanyu en fait, t'as juste l'impression qu'elle se bat contre un mur de briques. T'as rien de psychologique à passer. Sans oublier le fait que carrément genre EA, à part dire je ne crois pas au miracle, elle dit rien d'autre, hein, c'est tout. C'est ça. Aussi, ah oui, un truc que j'avais noté sur l'épisode suivant, mais qui est déjà présent dans cet épisode quand on y pense, c'est qu'on dirait que dans cette série, ils ont rien compris au principe du miracle. Parce que dans Igout Base, c'était quand même expliqué que le miracle, il était causé grâce à la volonté des persos, et que du coup on avait cette représentation de voilà, plus le perso a de la volonté, plus le miracle se produit, donc plus le scénario va dans son sens, et donc que il y avait une confrontation de volonté entre Rika et Takano, entre Satoko et Teppei, etc. Il y avait une confrontation de volonté entre plusieurs personnages, et là bah c'est du coup, étant donné qu'il y a aucun duel psychologique entre les persos, les miracles c'est un Deus Ex Machina tout simplement. C'est ça, exactement, t'as la plus grosse, tu gagnes. Ouais, et puis ça va avec tout le côté, le monde du puzzle peut faire le café maintenant, qu'on a remarqué dans tous les derniers épisodes là. Voilà. Et qu'on verra dans l'épisode suivant, au passage. Ouais. Épisode suivant qui, justement, donc épisode 14, qui est un peu le cœur de cet arc. De ce dernier arc, qui est donc le duel final. Gros fight. Ouais, voilà, le duel final entre Satoko et Rika. Alors déjà, j'aimerais qu'on mette quelque chose de clair. On a vu toutes les réactions de ah mais c'est quoi, elles sortent leur pouvoir de leur cul, c'est n'importe quoi, Super Saiyan, Dragon Ball, machin, etc. Donc je vais savoir, qu'est-ce que tu penses de ce côté-là, voilà, le fait qu'elles se transforment de nulle part, que ça part en mode Dragon Ball Z, etc. Alors, visuellement, c'est stylé, hein, on va se mentir que c'est très bien animé, tout ça, mais bon, encore scénaristiquement parlant, genre, what the fuck? Donc, moi, quand on me dit Gurashi, moi je pense à suspense, à des scènes angoissantes, à de la pesance, à une ambiance assez torride, enfin assez pesante, et là d'un coup tu montes genre deux gamines de 10 piges se tapent en volant dans les airs.
what the fuck? C'est ça. Genre, ça vient d'où, en fait? Et je suis tout à fait d'accord, c'est quelque chose que je peux comprendre ça, parce qu'il n'y a pas du tout le contexte qui l'appuie, hein, comme on l'a dit, le scénario justifie absolument de faire ça comme ça. Cacahuète. Mais la nuance que je voulais apporter à ce niveau-là, c'est que je trouve que ça aurait pu être intéressant s'ils avaient fait une sorte de vraie repompe du tome 6, parce que là, clairement, d'accord, c'est une repompe du tome 6, hein, le duel entre les deux persos, pour s'avouer leurs sentiments, leurs machins. Mais ça aurait pu être bien fait s'ils avaient assumé, encore une fois, le côté club, le côté, voilà, elles reviennent un peu, au-delà de toutes leurs duels de pain-bêcherie et de caprices à la con, là. Si elles étaient vraiment revenues dans ce duel à leur amitié, plus simple, les choses simples de la vie, du club, etc. Et que ça avait été représenté dans ce duel, j'aurais dit ok. Mais voilà, le problème c'est que, comme on dit, pour toutes les raisons qu'on va citer ensuite, le scénario mérite absolument pas une scène comme ça et que du coup ça sort de nulle part et c'est complètement what the fuck. Effectivement. C'est ça. Surtout qu'en plus on a carrément des trucs en mode genre Rika arrête une épée avec ses deux doigts par exemple. Voilà. Après niveau réel, le combat, niveau réel, le combat est bien fait, je trouve. Ils reprennent bien tous les clichés qu'on peut avoir dans un. C'est ça, dans un shonen. Ouais, c'est ça. Et ils reprennent plein de clichés assez intéressants visuellement, mais voilà, durant l'épisode, comment tu veux apprécier ça quand il y a tout ce qui va pas derrière. Et justement, ce qui va pas, on va pouvoir l'évoquer. Alors déjà moi, le truc qui m'a le plus saoulé dans cet épisode, c'est les dialogues. Mais alors, les dialogues sont d'une pauvreté et d'un agacement incroyable. C'est waouh. Les dialogues, ça se résume à tu m'as trahi, j'ai pas envie d'étudier. Ouais, mais c'est toi, tu t'es trahi toute seule, t'avais qu'à étudier. Et c'est pendant 15 minutes, elles font que se répéter ça. Il y a aucun moment où elle parle de leurs sentiments profonds, en fait. Il y a aucun moment où elle parle de Satoko. Elle pourrait parler par exemple du fait qu'elle se sent abandonnée parce que c'est elle qui a eu le plus de séquelles suite aux événements d'Higurashi. Elle pourrait parler de ça. Rika, elle pourrait aussi parler de ouais, mais je voulais aussi m'éloigner de toi parce que tu me rappelles parce que quelque part même si j'ai voulu te sauver, tu me rappelles un peu toutes les merdes que j'ai vécues à Inamizawa pendant plus de 100 ans, donc je voulais m'éloigner, tu vois. T'aurais pu avoir un truc comme ça, mais non, ça se fait que se crêper le chignon autour de sujets à la con qui intéressent personne, et du coup les dialogues sont ultra énervants. C'est vraiment le message de l'animé en fait, c'est littéralement le message que l'animé apporte, c'est vous aimez pas votre école, tuez la personne qui vous y a amené et brûlez l'école et votre prof de maths avec. Voilà, surtout quand il réfléchit, encore une fois, là on réfléchit en termes de comment le scénario est amené, mais en vrai t'as tellement 10 000 solutions qu'il pourrait faire. Elle pourrait, je sais pas, elle pourrait rester à Inamizawa et venir voir les Rika les week-ends quand elle travaille pas, je sais pas. Tu sais, elle pourrait prendre un stage dans la ville d'à côté et qu'elle continue à habiter ensemble. Enfin, elles habiteraient pas ensemble vu que Rika est en pensionnat, mais qu'au moins elle se verrait le reste du temps, tu vois. Et du coup, ça n'a aucun sens. C'est voilà. Par exemple, rien n'empêche de, comme tu l'as dit, prendre un stage dans la ville d'à côté et habiter ensemble parce que du coup, quand elle est plus en pensionnat, le week-end, elle vient là-bas, quoi. Elle va vivre, elle va avec ses tocos. Ouais, voilà. Et puis même le côté pensionnat, je le connais parce que je suis majoritairement dans un internat pour mon travail, donc je dors sur place pendant les semaines, donc voilà. Mais rien ne m'empêche pendant le week-end de voir mes vrais potes parce que pendant le week-end je suis chez moi, donc. Voilà, mais après ça on essaye de rationaliser le truc, mais c'est pour dire que si on peut penser à des solutions aussi évidentes, c'est que c'est pas juste pour faire le truc de oh mais le scénario il est débile quand il réfléchit. Non, c'est vraiment pour dire qu'au bout d'un moment, si les conditions pour que le drame du perso si les conditions sont pas réunies pour que le drame du perso fonctionne et qu'on peut se dire à n'importe quel moment t'as qu'à faire ça au lieu de faire ça, et voilà, comment tu veux prendre ça au sérieux? On le prend plus du tout au sérieux parce que maintenant Satoko, tout ce qu'on sait c'est elle rigole, elle sourit, elle a les yeux rouges. Oui, d'autant plus, oui, c'est ça, c'est littéralement tout ce que j'ai dit avant, ça a même pas été évoqué dans l'animé, le côté traumatisme. C'est ça. Ouais, d'ailleurs, un des trucs en fait, depuis le début de Sotsu, on en reparlera dans l'épisode 15. Depuis le début de Sotsu, vas-y. Le début de Sotsu, de base, depuis le début de Sotsu, en fait, tu l'as eu dans tes anciennes reviews, genre Satoko, c'est plus un personnage qu'on peut prendre au sérieux, parce que, de base, dans les premiers passages, donc dans le VN, dans la première série, Satoko, on la prenait au sérieux, parce que
c'était une personne qui avait un traumatisme, qui avait des séquelles, elle a perdu son frère, elle a perdu ses parents, elle a un oncle de merde. Et voilà, mais là c'est une pain-bêche qui sourit, qui rigole et qui a les yeux rouges et qui fait des choses mal, sans le moindre remords. Et d'autant que c'est même pas elle, quoi. Enfin, genre, dans le scénar, c'est même plus elle, puisque, vu ce qui se passe dans l'épisode 15 et vu ce qu'on nous a dit avant, c'est Sato Rouge maintenant qui a pris les commandes, donc tu sais même pas où Satoko elle est, finalement. Et si elle, C'est ça. voilà, si elle a un contrôle sur la situation ou quoi, donc ça n'a aucun sens. Et encore une fois, l'épisode qui met le plus en avant le fait que la dualité, enfin que la dualité est nulle à chier et pas du tout bien traitée dans ce truc, c'est cet épisode, parce que Rika, littéralement, comment elle découvre que Satoko est la méchante, c'est alors c'est un power-up d'Anyu et c'est du bol. Tu vois, il y a aucune construction scénaristique qui à un moment donné donne tort à Satoko dans ce qu'elle fait et qui du coup la fait perdre, en fait. Si tu vois ce que je veux dire. Pour tout vous dire, en fait, pour tout vous dire, comment elle le sait, la nuit, au milieu de la nuit, elle fait un cauchemar où elle se voit se faire descendre par Satoko, et le lendemain, elle refait la même vision devant Satoko. Tu vois, Voilà. et à la limite, ça c'est un truc que je me suis dit, en voyant les épisodes, je me suis dit, ça aurait pu être pas mal. C'est le fait que justement Rika s'en souvienne par rapport à une erreur de Satoko. Du coup, on aurait pu avoir le coup du Satoko a fait une erreur par excès d'orgueil et donc c'est son orgueil finalement qui a provoqué sa chute. On aurait pu avoir un truc comme ça. Mais finalement, quand tu regardes dans l'épisode, bah, elle gagne beaucoup plus grâce au power-up de Hanyu et dû au fait que que le scénar était de son côté, quoi. Au bout d'un moment, tu peux le dire que comme ça, quoi. Le pouvoir du scénario. Voilà, et gagne par bol, et puis c'est tout, et par miracle. Mais alors le miracle, encore une fois, le miracle, il aurait dû être provoqué par une volonté. Si Rika a pas de volonté forte, parce que là, en plus, sa volonté est brisée techniquement. Donc, qu'est-ce qui lui fait remonter sa volonté? Oui, non, mais... Rien du tout. Que dalle. Voilà, et du coup le duel est pas intéressant. Parce que le dénouement arrive pile après le point de rupture, donc c'est juste nul à chier. On peut parler de Réa aussi, t'as dit que les épisodes étaient particulièrement bien animés pour le coup et réalisés. Oui, c'était bien animé, c'était particulièrement bien animé, il y avait de beaux plans, de très jolies couleurs, c'était super magnifique. Dans le 14, du coup, il y a le combat qui est bien réalisé justement. Ah, et le combat, alors on peut parler du combat un peu. Alors... Ça commence, le combat, pour prendre un peu dans l'ordre chronologique, ça commence par donc un plan séquence que je trouve de ce début d'épisode qui est assez intéressant. D'ailleurs, on va pouvoir parler de cette scène, on va pouvoir parler des PNJ comme tu les appelles. Je vais te laisser t'exprimer à ce niveau-là. Voilà. Alors, le plan séquence, donc c'est justement cette scène qui reprend directement après la fin de l'épisode dernier, où Satoko braque une arme sur Rika dans la salle de classe. Et donc là, on a une réalisation super sympathique parce qu'on a genre limite un espèce d'effet 3D en mode travelling où la caméra tourne autour. Je crois que l'arrière-fond est fait en 3D à ce moment-là, justement. Ouais, l'arrière-fond est fait en 3D et en plus avec les personnages et tout. Bon, alors les PNJ, je les appelle, donc c'est le groupe avec Keiichi, Rena et Mion. Hein. Ouais, le club. Genre, en fait, il y a aucun moment où leur cerveau il s'est dit tiens, et là les yeux rouges et il braque une arme sur Rika. Il y a personne qui a eu la moindre réaction de se dire les gars, faudrait peut-être agir. Non, il y a même Keiichi, il dit qu'est-ce qui se passe? Tu sais, moi je m'attendais. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Ouais, même au-delà de ça, moi je m'attendais à ce que on reprenne ce fameux truc du générique où moi j'étais hype, je me disais ouais, on voit le club en mode sérieux, en mode vas-y, ils vont niquer des races. Je me disais ouais, bah c'est ce moment-là, du coup, ils vont en profiter pour mettre le club dans le combat. Et permettre que toutes les réminiscences que les persos ont eu, que Keiichi qui a fait ça, que Rena qui a tué machin, etc. Ils reviennent et que donc ils se disent il y a un problème et que limite il y a un espèce de bug du monde du puzzle, on va dire hein, parce que de toute façon ils font n'importe quoi avec le monde du puzzle, donc sans qu'à faire ils auraient pu faire ça, voilà. qui fasse qu'ils voyagent avec Rika et Satoko pour participer quoi. Mais non, pas du tout, à aucun moment. Et je pense que c'est le truc de Sotsu qui me frustre le plus. C'est le club qui est mis mais en arrière-plan, il sert à rien. Ah oui, non, mais... Et là, on va le voir d'autant plus dans cet épisode, parce que là, vraiment, il y a... Alors, après cette scène, du coup, Satoko, d'ailleurs, flingue Rika et se tire une balle, comme toujours, à son habitude, hein. On repop sur la plage, sur la plage, les autres sont en train de jouer au fond. Voilà, et tu t'attends... pendant qu'ils sont en train de jouer au fond... Tu t'attends à ce qu'ils arrivent et qu'ils fassent... qu'est-ce qui se passe, ouais, voilà. Voilà, mais là, au final, genre... T'as Rika qui se fait égorger, voire étriper par Satoko,
Et y a nada réaction, genre ils sont là en train de jouer à la balle au fond, en mode oui c'est trop bien. Tu vois. Ouais, voilà. Aucun c'est- tilt. Voilà, et après ça, ils réapparaissent plus de l'épisode. C'est un truc de malade. Franchement, On les c'est voit plus. on les voit plus. Et donc pourquoi les avoir mis je comprends toujours pas. Surtout qu'il n'y a aucun impact émotionnel de base, parce que bon, bah. D'accord, oui, Rena, elle est choquée de voir Stoko flinguer Rika, ok, mais bon, elle l'a déjà vu dans l'épisode d'avant, Oui, dans puis deux même épisodes d'avant. ils assument et que la ça- mort, ils assument que la mort a plus aucune conséquence dans leur animé. Donc on s'en fout quoi. Enfin genre C'est ça, hein. à partir du moment où Rika a décelé le truc et donc ne peut plus se laisser amener par le désespoir et tout ça, il y a plus le compte à rebours qu'imposait le monde du puzzle à la base quoi. C'est ça qui est n'importe quoi en fait. Voilà, du coup bon, en dehors de ça, on peut parler de la violence aussi durant les scènes suivantes parce qu'en fait, on va avoir une succession de plans où Rika et Satoko vont soit se tuer, soit se foutre des patates dans la gueule et se dire leurs quatre vérités avec d'énormes guillemets. Exactement, surtout en finale, en fait, plus sérieusement, c'est surtout Satoko qui va bolosser Rika pour le reste du temps, Voilà, et en lui mettant une casserole bouillante sur la gueule. ah oui, alors je vais évoquer 2 secondes ça avant de parler du sujet principal, mais franchement il y a un level entre là cet épisode, c'est comme l'épisode des boyaux, et encore l'épisode des boyaux il avait une certaine symbolique, il pouvait un peu marcher etc, mais là on est de la violence qui est purement récréative, mais vraiment on est de la violence à la Happy Tree Friends que tu peux pas prendre une seconde au sérieux. C'est voilà, quand tu vois quand tu vois plus tard notamment Satoko qui fait une reprise de volée avec la batte de baseball sur le toit de Rika qui prend le verre, tu sais à aucun moment tu peux prendre ça au sérieux, t'as juste envie de mettre un commentateur de football et le match qui fait goal, tu vois. C'est ça, à aucun moment tu peux prendre ça au sérieux et faire oh putain elles sont en train de se massacrer, non t'as envie de te marrer quoi. En fait, limite, vous savez, on pourrait mettre les grosses scènes trap, où par exemple, quand il met un coup, tu fais le po, po, po. Ah c'est ça, C'est ça, en fait. c'est terrible. Voilà, donc la violence c'est que récréative, à aucun moment elle a un quelconque impact. T'as aussi le fait que dans cet enchaînement de trucs, c'est ultra frustrant, je trouve. Bon là c'est peut-être personnel, mais c'est ultra frustrant de voir Satoko qui s'en sort sans aucune rétribution de karma. Elle se fait pas buter une seule fois, vraiment. Genre, Il n'y a aucun moment où genre elle prend quelque chose. En fait, il y a aucun moment où le personnage il est atteint d'un truc. Le personnage limite, t'as l'impression que c'est en fait genre un personnage intouchable à qui on peut pas faire du mal. Tu sais, il y a aucun moment où elle se prend un coup, elle se fait brûler, massacrer. et non seulement c'est Genre Rika ou le membre. non seulement c'est frustrant à regarder, mais en plus ça fait que le duel a encore moins d'impact parce que tu te dis ouais bon bah finalement c'est juste Satoko qui fait son truc et à un moment Rika elle dit non, voilà, et donc elle gagne parce qu'elle a plus envie. Non, voilà. C'est ça. C'est terrible. Bon après on a une évolution là pour le coup qui peut être assez sympathique sur les différents lieux qui traversent jusqu'à ce qu'elle tombe sur le toit du duel final du tome 6 et là c'est pas possible. Sacrilège. Là c'est pas possible. Je veux dire, C'est ça. ils avaient j'avais déjà parlé du fait que pour moi le tome 7 avait été un peu souillé parce que il le prenait pour faire en soi ça me dérange pas qu'on brise les enjeux du tome 7 si c'est pour faire quelque chose de mieux. Le problème c'est que là c'était pas pour faire quelque chose de mieux, c'était pour faire leur connerie de duel de gamines qui font leurs caprices, qui brisaient les enjeux d'un tome qui lui, je suis désolé, le tome 7 dans Igu, c'est quand même pas n'importe quoi au bout d'un moment. Bah non, c'est clair. Voilà, et tome 6, et là ils font pareil pour le tome 6, c'est-à-dire que t'as Rika et Satoko qui arrivent sur le toit du duel final du tome 6, en mode regardez, ça vous rappelle quelque chose, et on est trop en train de refaire aussi bien que le tome 6, machin. Ah, c'est ça, on respecte les bails et tout. Ouais, non mais respecte rien du tout. Je vais pas expliquer en détail pourquoi la fin du tome 6 est absolument géniale, parce que il faut que j'ai un peu de matière pour ma vidéo sur Higurashi de base. Mais voilà, non, ça n'a pas le 10e de la force que ça avait dans le tome 6. Surtout qu'en plus là on retient aussi les illogiques de Sotsu, c'est-à-dire que bah déjà les armes ils font de la lumière, genre t'as Rika qui a la mâche de Rena, et Satoko qui a la batte de Keiichi, genre ils font de la lumière ou de la foudre, et limite tu les vois, limite elles se sont tranchées 50 fois
la carotine et pourtant elle se relève encore. Hein. C'est ça, et c'est n'importe quoi. Mais même y a un truc je trouve très encore une fois là c'est même pas juste dans la violence, dans le côté reprise de volée, etc. Mais je trouve qu'il y a un côté extrêmement récréatif, encore une fois, à faire un espèce de fan service à la con en mode regardez, c'est comme le tome 6, c'est le même duel, etc. Je trouve qu'on peut pas prendre ça au sérieux à partir du moment où on te met la référence sous le nez. Tu sais, limite on te force à la renifler, comme si t'avais pas compris que c'était une ref au tome 6 au bout d'un moment. C'est ça. Sans oublier le fait que t'as carrément aussi, pour mentionner autre chose qui est récréatif, juste avant la référence au T6, t'as carrément une scène où t'as Rika qui donne un high kick de malade à Satoko qui l'a fait voler sur 5 mètres. Oui, alors ça, j'en pouvais plus de rire au bout d'un moment. Ils nous ont refait j'avais mis ce montage dans une de mes premières reviews. Ils nous ont refait une Satoko canon garlic là, incroyable. C'est ça. En plus, pour ceux qui ne savent pas, on a quand même rematé les épisodes d'hier pour aujourd'hui, donc. Oui, voilà, on a rematé les épisodes ensemble pour en parler, et c'est lui qui m'a fait remarquer notamment qu'il y avait aussi la scène de la chaise. Là, tu vas peut-être pouvoir en parler mieux que moi parce que j'ai pas vu les OAV. Ah oui, alors du coup, en fait, pour ceux qui ne savent pas ou qui l'ont vu sur les sites de streaming, on peut le trouver aussi. Mais en fait, dans le coffret DVD ou Blu-ray de Higurashi des premières saisons, on a Rei, Higurashi Rei, qui est une espèce de série d'OAV qui est assez intéressant en soi. Hein. C'est pas du tout des OAV. Il me semble qu'ils reprennent certains scénarios des tomes bonus, tomes alternatifs, je crois. Oui, par exemple, on a justement, par exemple, pour poser un peu le contexte, on arrive dans un monde où en fait, Rika, en fait, il y a tout parfait dans ce monde. Par exemple, Reina n'a pas ses parents qui sont divorcés, donc elle s'appelle plus Reina mais Reina. Satoko, elle a son Satoshi, mais bon, par contre, elle, c'est une vraie peste. Encore plus que ce qu'elle est de base. Mion et Shion, elles vivent heureuses sans leurs contraintes familiaux, et Keiichi, lui, il est pas là parce qu'il n'y a pas eu de problème. Et Rika a ses parents. Et en fait, Satoko est une vraie peste parce que, en fait, à un moment, elle emmerde Rika. Rika, elle fait genre, elle prend une chaise, et d'un tir de sniper cadré incroyable, made in Mbappé, elle balance la chaise à travers la classe dans la gueule de Satoko. Et là, on a justement cette chaise qui est de retour, la chaise Cher-kun, comme on l'appelle, qui est le meilleur personnage de l'anime pour l'instant, qui est revenu mettre une taloche à Satoko pour lui dire, les gamines, n'oublie pas que je suis toujours là. Ouais, voilà. Voilà, ce genre de référence, au bout d'un moment, à la limite, celle de la chaise, elle me dérange pas tant que ça, parce que ça peut passer dans le contexte, c'est assez subtil, enfin subtil. C'est pas subtil, mais enfin c'est assez, c'est pas ultra voyant comme la ref au tome 6, quoi. Voilà. C'est ça. Enfin, là, le tome 6, t'as carrément genre plongeant sur la lune. Oui, Rika et Satoko qui sortent la mâche. Voilà, c'est ça. En vrai, c'est exactement les mêmes plans, les mêmes armes, les mêmes trucs, ça ne marche pas. Bon, du coup, après ce tome 6, on a finalement Rika qui décide de sortir son petit bout d'épée. Alors finalement, j'avais tort, elle l'a pas perdu. Voilà, je pensais que vu qu'elle a récupéré un petit bout, elle avait pas perdu. Elle allait le perdre, mais non. Elle prend son petit bout et du coup, ça part en duel de... Voilà, je te laisse décrire parce que moi, je peux plus là. Ça part en duel de Super Saiyan où genre t'as carrément genre en fait elle tranche la gorge de Satoko. Voilà, elle est toujours Satoko survit, va savoir pourquoi. Toujours en vie. L'arme qui tue les voyageurs de la boucle, hein, on rappelle. Oui, rappelons le série qui tue les voyageurs de la boucle. Bah là, le voyageur de la boucle, il a tranché, mais pourtant il s'en sort toujours. Hein, encore une fois, aucun. Et là, t'as Rika qui s'illumine bleu. La Rika qui brille bleu en mode Super Saiyan Blue, qui sort une dérivée de la tenue de Hanyu, mais de son cul, vraiment, genre elle se transforme en mode... Ouais, c'est ça, je sais pas pourquoi. Et d'autant, attends, un truc qu'on n'a pas précisé sur ce duel, on sait absolument pas si c'est EUA, à aucun moment il précise, est-ce que c'est EUA qui utilise son pouvoir pour les faire changer de lieu et d'époque, est-ce que c'est Satoko qui a ce pouvoir, est-ce que machin, aucune idée de comment ça marche, et à ce moment-là, l'agencement des choses, en plus, ne fait aucun sens, parce que c'est Rika qui vient de crever, et t'as l'impression que c'est elle qui choisit le lieu et l'agencement des trucs pour qu'elle puisse mettre son coup à la carotide, en fait. N'importe quoi. C'est ça. Et voilà, elles sortent leur robe de Ensuite, c'est ça, elles sortent leur robe de l'occulte, c'est Satoko qui a une espèce de tenue de Ewa en mode dégueulasse.
Et du coup là ils se battent, ça se tape et tout, pour revenir sur cette espèce de pont sous une pluie battante en mode Made in Shonen. On peut Et noter là, quand même t'as que, alors bon, faut dire une des rares qualités de l'épisode, le combat est quand même sympa à regarder. Oui, Voilà. il est sympa à regarder. Il y a deux trois clichés qui fonctionnent bien, le coup de je te mets un coup du coup et on voit le paysage avec plusieurs vagues du mec qui rebondit par terre et qui fait des vagues de poussière au passage. On a les persos qui se rebondissent dessus façon DBZ, etc. Voilà, c'est assez sympa à regarder, mais encore une fois, on n'est pas devant Dragon Ball Super. Faut arrêter. C'est ça. C'est pas, j'ai cliqué Igarashi Sotsu pas Dragon Ball à ce que je sache. Ouais, c'est ça. Et encore, la scène, comme j'ai dit, elle aurait pu être sympa à voir si le scénar derrière appuyait ça et que ça avait une certaine symbolique. Surtout que c'est encore plus frustrant parce que la scène suivante, avant qu'elle soit sur le pont, justement, je reviens un peu aussi avant, c'est l'espèce de poursuite de l'épée, de la Soul, à travers différentes époques. Et là, c'est intéressant parce que ça fait écho au tout premier jeu de Gu, le jeu du club, qui était Mion cache un stylo et les deux doivent aller poursuivre le stylo et donc se faire une course entre elles. Donc ça fait un écho à ça. Et les lieux visités sont assez symboliques des étapes traversées par les personnages. Donc la réalisation, si vous voulez, appuie assez symboliquement leur parcours. Le mental. Voilà, c'est ça. Elle commence par la clinique Irie, il me semble. Ça commence par ça. Oui, ça commence par la clinique Irie, donc là où Satoko a justement eu son traumatisme. Voilà, où elle tout enfin, qui est le départ de tous ses problèmes, hein, vu que c'est l'Institut Irie qui a un peu foutu la merde avec son syndrome, en voulant expérimenter, etc. Ensuite, elle se retrouve enfermée dans le sous-sol des Sonosaki en mode elles se sont enfermées elles-mêmes dans leur relation et donc voilà et chacune essaye de se battre pour ouvrir la porte sans se rendre compte que finalement elles vont dans la même direction, hein, voilà, ce qui est stupide encore une fois, mais c'est ça que le scénario raconte. Après je me souviens plus. Après ensuite ils se retrouvent vers le temple Furude du coup. Où là, elle dévale les escaliers comme des boulets en tombant les escaliers, je crois. Et le temple Furude, donc, qui fait que finalement elles se réunissent, etc. Donc, la séquence est plutôt bien réalisée, comme j'ai dit. Il y a au-delà du côté des BZ, il y a une mise en scène symbolique qui appuie le propos de l'animé. Le problème, c'est que le propos de l'animé est éclaté au sol, donc c'est bien beau de faire des séquences comme ça. Il est claqué. Voilà, un moment. En fait, et c'est pour ça que j'ai envie de dire que le problème de l'animé, c'est vraiment pas le réalisateur, c'est vraiment pas le directeur artistique, c'est parce que finalement, depuis le début de l'animé, on dit du bien des musiques, on dit du bien du chara-design, on dit du bien de comment certaines séquences sont réalisées. Hein. L'animation. Certains trucs du début de Sotsu, moi j'avais plutôt apprécié. De l'animation aussi, on en dit pas mal du bien. Et le problème, c'est vraiment purement scénaristique. C'est tout ce qu'on a dit jusque-là, vraiment, ça découle d'un problème de scénario. C'est ça. C'est vraiment le problème, c'est le scénario, parce que en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, les messages ils sont débiles, genre il n'y a pas de message moral important. Déjà non seulement il n'y a aucune morale, aucun message, aucune morale, alors que quand même Higurashi c'est l'un des VN, si je puis me permettre, le plus chargé en sous-texte que j'ai lu. Et en plus au-delà de ça, les personnages sont très mal exploités et leurs réactions font aucun sens. C'est ça. Ah, ils sont limités à leur minimum. Ensuite, dans le monde du puzzle, pendant ce temps-là, il y a Hanyu qui fait un speech à Oa sur le miracle et qui se libère en se transformant en Super Saiyan. Voilà, pareil. Et Ua qui lui balance du mobilier à la gueule. Ah oui, alors c'est dans l'épisode suivant ça. Ouais, et puis épisode suivant. Alors attends, du coup on va finir sur l'épisode 14. Et du coup, on en arrive au dernier épisode, l'épisode 15. Voilà, qui commence par Hanyu et Ua. Vas-y, je te laisse parler de la scène. Alors, donc, Hanyu et Ua, du coup, t'as Hanyu qui continue à faire son speech sur les miracles. Ua, en mode je m'en bats les couilles frère, lui démonte l'abdomen avec son espèce de bâton sceptre. Ça si je puis me permettre, c'est un plan à la DBZ. Hein. C'est le truc de oui. Regardez à quel point l'impact est violent, regardez comment elle crache du sang, etc. Quand tu regardes cette scène, tu penses à Goku Vegeta. Voilà.
C'est ça, voilà, tu penses au combat Magic de l'arc-bout, tu sais, genre. Ouais, non, la Voilà. patate, ouais, Et en fait, la patate de Gohan, la patate de Goku sur Freezer, même, ce genre de plan à la DBZ qui font c'est encore une ça, fois, ouais. tu sors un peu de l'ambiance parce que, voilà, c'est pas l'ambiance recherchée. Voilà. C'est ça. Ensuite, bah, du coup, t'as EA qui affirme la supériorité d'Ikea en envoyant du mobilier à la gueule d'Agnew. Alors, je vous jure, dans l'épisode, on le voit le mobilier, il sort du ciel, hein. Il sort du ciel, genre, le mobilier est pop. Ça. En plus, Genre, elle fait pop un mobilier. la meuf est capable de se téléporter, d'invoquer des espèces de pouvoirs d'on ne sait où, elle est capable de remonter le temps, elle est capable de tout, elle lui balance du mobilier à la gueule. Quoi? Genre, plus bas que ça, y a rien. C'est ça, t'as l'impression elle a pitié d'elle et elle la laisse gagner, c'est n'importe quoi. Voilà. Et Agnew Ensuite, qui derrière, on a toujours Satoko. on essaye de donner Voilà. Oui, donc Agnew. on essaye de donner un moment de gloire à Agnew, mais finalement son dialogue ça se résume à ah, c'est pas bien d'être méchante et puis machin. Agnew est chiante. C'est vraiment. L'anime il mêle en fait les combats de Dragon Ball au scénario de Naruto. Genre t'as Naruto, il est là devant Sasuke, il fait c'est pas gentil d'être méchant, tu vois, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Et en plus, Agnew c'est vraiment un des personnages je trouve le plus difficile à traiter dans Igu, parce que le problème c'est que elle part de cette prémisse qu'elle doit être une déesse, donc avec des super pouvoirs, mais qui est distante, qui s'intéresse pas trop au truc. Là, le problème, c'est qu'on est après le tome 8, et après le tome 8, c'est admis que le Agnew, ou en tout cas ce qu'il reste d'Agnew, hein, vu que bah, c'est ce qu'ils disent, il me semble, dans les premiers épisodes, si je dis pas de conneries, c'est que c'est les restes d'Agnew, ce qu'on voit là. Ça, voilà. Et mais qui en tout cas, voilà, c'est difficile de traiter Agnew parce qu'elle doit avoir à la fois ce côté détaché mais ce côté impliqué. Et comme on est après Higurashi, elle est censée avoir laissé tomber son côté divin et être passée dans le côté humain de vas-y j'interviens même si je sais que sa possibilité d'échouer, voilà, je me conforte pas dans mon immortalité, je pars au conflit, etc. Et le problème, c'est que derrière ça, ils brodent rien. Ils brodent rien de plus. Le personnage, il en revient exactement au même que quand elle se met devant Takano au tome 8, quoi. C'est ça. C'est contente de faire ses pas gentils, d'être méchant et c'est tout. C'est ça. Ensuite, on a du coup la continuité du pseudo combat Rika Satoko où là elle se tape dessus. Puis l'épée il coule d'ailleurs, l'épée qui coule. Voilà. Alors, justement sur cette scène j'avais encore une fois deux trucs que j'ai notés. C'est déjà la réplique de Rika, comme je t'avais dit, la réplique du ah ce serait pas si mal si enfin genre Satoko lui dit ouais vas-y t'as qu'à me tuer et comme ça tu te feras des amis à Saint-Lucia et puis voilà. Elle fait ouais ce serait pas si mal. Et ce qui m'a fait dire aussi ça aurait été vachement intéressant si l'épisode avait aussi traité le côté égoïste de Rika. Qui est déjà présent largement depuis longtemps, hein, depuis le tome 7 de Igu, même. On a ce questionnement là sur l'égoïsme de Rika vis-à-vis de ce qu'elle doit protéger, etc. Et je sais plus où je voulais en venir. Et bah du coup bah en fait bah c'est pas du tout apporté parce que bah au final Rika là elle fait oui non mais je céderai pas à ton caprice débile. Bah oui voilà, et c'est ça débile. la réplique qui m'a fait péter un câble, il y a le mot caprice qui a été prononcé et à ce moment-là je me suis fait la réflexion mais vos gueules, vous êtes toutes les deux en train de faire un caprice, c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs dans cet épisode on repart pendant 5 minutes à peu près ah mais j'aime pas étudier, ouais mais j'aime pas étudier. Quand tu vois ce dialogue vraiment, comment tu veux prendre les persos au sérieux quand tout ce qu'ils te disent pour justifier tout ce qu'ils font c'est ouais j'ai envie d'étudier, ouais mais moi j'ai pas envie. C'est incroyable. Et c'est un duel de caprice quoi. Rika qui lâche la limite Rika qui lâche Stoko, je te torturerai en te faisant faire des exercices de maths jusqu'à ce que tu les résous. Voilà, c'est genre Encore les insultes à base de tête de pioche ou de crétin de la lune ou je sais plus quoi. Voilà, ça passe parce que c'est dans l'esprit bon enfant. Des gamines quoi. Voilà, c'est les petites pointes de gaminerie que tu peux accepter quand le dialogue derrière est vraiment construit. Mais le problème c'est que là les dialogues ça repose sur que dalle, ça repose sur ah mais j'aime pas les maths. Enfin voilà quoi. Ensuite, bah du coup, donc il y a ça. On retourne dans le mode du puzzle où Agnew elle sort de son mobilier
en mode zombie, genre tu vois sa main dépasser du meuble, Elle fait une charge en désespérée. marchant en mode genre limite. Elle fait Elle fait une charge désespérée, voilà. Et UA, croyant au grand pouvoir de Ikea, continue à lui balancer du mobilier à la gueule. C'est ça. Hanyu a sorti l'épée magique anti-voyageur de la boucle de son cul, encore une fois. Non, c'est pas de son cul, mais du ciel. Encore une fois, on va savoir. Tu sais pas pourquoi. Et là, t'as un faudrait combat savoir qui a le plus d'épée, d'emprise et qui a le plus d'emprise sur le monde du puzzle. Parce que si c'est UA, elle devrait jamais être capable de faire ça au bout d'un moment. C'est ça. C'est vraiment. Et UA, t'as l'impression, elle se laisse faire dans ce combat, c'est incroyable. Et en plus, encore une fois, t'arrives pas à la prendre au sérieux parce que dès qu'elle met Hanyu à terre, c'est pas qu'elle la domine psychologiquement, c'est juste qu'elle lui a pété la gueule. C'est terrible. Ensuite, du coup, Hanyu refait une attaque en mode magistral, et là, il coupe une corne de A, et là, c'est la crise. T'as A qui perd genre 40 cm, et qui fait limite la taille d'Hanyu, voire plus petite, je crois. Ah, je saurais pas te dire. Et qui s'évapore dans l'espace en mode « Je reviendrai !» Là, tu sais pas où elle est partie, tu sais pas comment ça marche, tu sais pas si effectivement elle était liée. Ça aurait été bien de nous donner un petit indice, hein, au moins pour nous hyper un peu en mode « regardez, c'est le monde des dieux de Umineko ou je sais pas quoi, tu vois. » Enfin, bon, je suis pas au courant, encore une fois, je suis pas loin dans Umineko, mais tu sais, ils auraient pu nous teaser un peu, nous apporter un peu plus d'infos, parce que là, vraiment, à la fin, on sait rien du tout, on sait toujours pas qu'est-ce qui a provoqué tout ce merdier, hein. On ne sait toujours pas d'où EA est sortie, ni d'où elle vient. Genre. Ouais, c'est ça. Et à la limite, oui, je dis pas qu'il faut partir l'explorer tout de suite, je dis pas qu'il faut que les persos partent machin, mais au moins tu nous donnes un petit indice, tu donnes des trucs, parce que là, ça... Vraiment, j'en ai pas envie, mais faut parler de la fin de l'épisode 15 aussi, et ça hurle à une suite, mais bon, on en reparlera à la fin, ça. Donc après, ouais, ils sont en train de se taper dans la rivière, ouais. Ouais, elle se tape dans une... Enfin, je crois pas que c'est une rivière, je crois que c'est un champ de fleurs, mais bon, elle se tape dessus encore une fois, donc là encore, c'est des DBZ où elles se tapent en même temps l'une l'autre. On passe. Ouais, elles continuent à se raconter leur connerie de ah, j'ai pas envie de faire des maths, ouais, mais j'ai un temps face. C'est ça. Et là, on rentre dans la connerie magistrale, c'est parce que elles sont les deux étalées sur le sol. Genre vraiment, elles sont étalées en mode genre fatigue. Et là, elles se regardent et limite, elle fait Rika, ouais. Est-ce que ça valait vraiment le coup qu'on perde tant d'années pour ça? Oui, c'est ça. Ce cliché de Naruto et Sasuke là qui se battent et qui à la fin sont là, on est quand même potes, etc. Ça peut pas marcher appliqué ici parce que putain, Satoko elle a tué Rika pendant je sais pas combien de boucles, elle a gâché je sais pas combien d'années de sa vie à essayer d'accomplir son objectif. Rika, on en a parlé, mais je sais pas, elle doit avoir entre 30 et 40 ans maintenant, Rika et Satoko, et Rika doit avoir 120 piges. 120 piges, 150 piges, ouais. Voilà, c'est pas juste deux ados qui ont une crise existentielle, ça va plus loin, c'est censé aller plus loin que ça, mais l'animé lui-même prouve que non, ça va pas plus loin que ça. C'est ça, genre limite il se tape. Ensuite, voilà, donc elle se pardonne tout. Ensuite, on a le retour des PNJ Minecraft qui repop par magie. Voilà, et là, attention les gars. Ah, et là, on a Keiichi l'homme qui a tout compris. Et qui lâche un discours incroyable du... En fait, vous savez, être meilleur ami, ça veut pas dire passer sa vie entière temps avec la personne qu'on pense qu'être sa meilleure amie, mais croire en cette amitié. Voilà, et tu vois, moi à ce moment-là, j'étais là... Oui... D'accord, oui, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un dialogue que Keiichi devrait sortir à Rika et Satoko, machin, etc. Mais il y a juste un petit problème. Oui, voilà. Il a fallu le sortir avant, quand il y avait encore des enjeux dans le combat. Parce que là, le combat est fini, frère. Voilà, il donne une espèce d'utilité rétroactive à Keiichi en mode mais Keiichi c'est le mec raisonnable, c'est celui qui trouve comment battre le destin grâce au sentiment des gens, et donc il conseille bien Rika et Satoko. Oui, mais il aurait fallu le faire avant. Là, y a plus d'enjeu, genre. Limite, elles sont dans la voiture de Mion et tout. T'as même Rena qui fait Mion, arrête, ne les force pas à parler, elles ont déjà discuté entre elles et tout. Mais oui, mais bien sûr. Ouais, voilà. C'était incompréhensible. L'utilisation du club est incompréhensible. Ça se voit qu'ils avaient pas envie de les utiliser. Et encore, parce que je suis sûr je suis sûr que le Ryukishi, si la partie du scénario auquel il a participé, parce que t'es peut-être plus informé que moi là-dessus sur la participation de Ryukishi au scénario.
Bah en fait, littéralement Ryukishi après ce Gou il s'est tiré je crois, hein. Vraiment, et après Gou il est plus là. Ouais, voilà, parce que Dans la liste des scénaristes qu'on regarde. ça se voit que dans Gu et le début de Sotsu, vraiment le premier arc de Sotsu, le deuxième aussi, enfin avec Mion et tout, ils avaient la volonté encore d'utiliser les personnages, de faire quelque chose avec eux, de peut-être leur donner des réminiscences, on sait pas. Mais mais là, ça se voit que les mecs qui ont écrit ça avaient absolument aucune envie d'utiliser Keiichi et les autres, alors que, enfin, je dis pas que t'as pas le droit, mais à ce moment-là, justifie-le, donne-leur quand même un rôle dans l'intrigue, au moins symbolique, dans lequel ils apparaissent pas, et fais-les pas apparaître. Si c'est pour frustrer en les mettant juste pour faire plaisir aux gens, non, ça fait pas plaisir, au contraire, quoi. Voilà, venir genre apporter des persos pour juste décorer, c'est inutile en fait. Surtout que là, c'est quand même pas de n'importe quel perso, c'est quand même le casting principal, rappelons-le. Hein. Oui, voilà. Je dis pas que tu peux pas faire une bonne histoire d'Igu sans les mettre. Mais, enfin voilà, comme j'ai dit, il faut que ce soit justifié, il faut que ça ait un sens aussi qu'il soit pas là, comme Mion qui était pas là et que je comprends pas pourquoi ils l'ont fait revenir d'ailleurs, comme Mion qui avait changé d'école, parce que Mion qui changeait d'école, ça te montrait que voilà le truc a changé, donc Satoko perd un peu ses amis, elle s'y reconnaît plus, etc. C'est ça, par exemple, bah justement comme il a dit, voilà tu l'as dit, Mion elle est pas là pendant les épisodes, je crois de 18 à 24 de Gou, elle est plus là. Enfin, on la revoit apparaître dans les autres 21, mais voilà, parce qu'ils se oui, mais c'est le recyclage d'images. Mais si on compte pas le recyclage, elle était pas là depuis même l'épisode 8, hein, il me semble. Oui, depuis l'épisode 8, elle était plus là, oui. Depuis l'épisode 8, Mion était partie parce que bah elle a changé d'école, elle a plus. Parce que Mion c'est une personne qui est d'une bonne famille, genre c'est une fille de bonne famille, donc tu dois prendre en compte le fait qu'en connaissant la famille qui est là, elle va être partie dans une espèce d'école pour ados. Ouais, il me semble que ça c'était justifié aussi que genre elle a trouvé du boulot à Okinomiya ou un truc du genre et qu'elle est passée à la fac. Ouais. Si je dis pas de conneries. Ouais, elle passait la fac et je crois que c'est dit qu'elle avait un autre gros club de jeux de société avec qui elle jouait et tout. Ouais, voilà. Et c'est ça, et le fait de la faire réapparaître comme ça, sans lui donner de rôle, c'est pas intéressant. C'est ça. D'autant ensuite, bah du coup, on a après ça les crédits de fin, hein, c'est les génériques. Ah non, on a la scène de la gare, oui. Oui, alors avant les crédits, il y a la scène de la gare. Alors il me semble que t'as une interprétation un peu différente. En fait, pour moi, c'est une espèce d'appel à une suite en mode Satoko et Rika ont les yeux rouges, du coup elles se toisent encore. C'est incompréhensible cette scène parce que elles sont à moitié ouais on s'est pardonné, mais ouais on s'est pas pardonné, ouais mais je te fuirai, ouais mais on reste amis, ouais mais faut qu'on teste notre relation, ouais mais enfin voilà, incompréhensible. Et en fait, elle part dans une espèce de poésie, mais de restation, ouais. Genre, il y en a une qui dit, si je te perds de vue, tu me retrouveras, et, je pars au nord, tu pars au sud. Je disais, moi, notamment, que je trouve, enfin, pour moi, c'est un appel à une suite, en mode, vas-y, on va conduire. Mais tu me disais que toi, tu voyais pas trop ça? Non, moi je voyais surtout ça comme un message genre en mode oui, donc après t'as eu Mineko, sauf que bah même là c'est pas montré que t'as eu Mineko, même si t'avais eu Mineko, bah ce serait vraiment bizarre parce que éventuellement, ça pourrait être un rappel à... Enfin, ça pourrait être un truc avec la théorie de... Comment ils s'appellent les deux personnes dans Mineko, là? Bern et Lambda, voilà. Ouais, Bern et Lambda, voilà. Voilà. Parce que d'ailleurs tout le monde était là, d'ailleurs tous les fans, pour tous ceux qui aimaient Sotsu, ils étaient tous ça en mode ouais, à la fin on aura le lien Mineko, ouais, on aura eu Mineko, ouais, on aura eu Mineko, c'est tout ce qu'ils disaient d'ailleurs. Tout ça, et là à la fin, bah... Eux c'est l'hécatombe, mais nous on est contents parce que ça nous a donné raison, parce que nous on le disait clairement, moi je le disais en tout cas, Ryukishi il a jamais voulu incorporer de lien Mineko dans Higurashi. Hein. Ça je sais pas, je saurais pas dire, honnêtement, alors, je sais pas. Alors, j'en ai discuté avec une personne qui a fait Mineko et qui fait Mineko actuellement. Ryukishi lui-même l'a dit, selon lui, que il voulait pas mettre de lien. Dans Higurashi Rei, encore une fois, t'as un semi-lien où Rika elle lâche une phrase en disant ouais, je vais cesser d'être la sorcière d'Horncastle et être Rika Furude. On avait ça, mais ce lien, c'était pas genre limite le pont en mode regarde il est là, c'était en fait un espèce de message pour dire ouais en fait c'est elle, mais on sait pas.
Et d'ailleurs, quand tu regardes, tu vois vraiment que les deux personnages coïncident parce que déjà, ils ont limite presque la même tête et en plus, ils ont la même date de naissance. Est-ce que Rika tu et penses que justement tout ce truc qu'on a dit au propos des problèmes de scénario, etc., ça pourrait ne pas forcément venir du staff ou quoi, mais clairement des producteurs quoi, qui voudraient des liens pour faire du merch ou quoi? Je pense parce que en plus, d'ailleurs, on l'a jamais mentionné ça, mais en fait, t'as une référence à Ciconia Nanako Koroni. Ah, ça je sais pas, ça je Il y savais pas a, parce y a une que... petite ref. Bah en fait, t'as un moment où EA, je sais plus c'est dans quel épisode c'est, je crois que c'est la 13, où elle parle d'une certaine ou d'un certain Vie, genre VIER, où elle dit Ouais, je me rappelle de ça. ceci représente le fait que Vie a perdu la mémoire. D'accord, Voilà, et là c'est une référence à Ciconia. d'accord. Après, on peut pas dire que Ciconia et Higurashi sont liés, parce que quand tu regardes, Ciconia c'est pas genre des centaines et des centaines d'années après Higurashi. Ouais, j'ai vu que, enfin, j'ai pas du tout, pour le coup, comme j'ai dit, je suis pas loin d'un Mineko, donc déjà, j'ai pas du tout attaqué Siconia, mais je me doute que ça, vu les images que j'ai vues, ça doit être un truc un peu futuriste, quoi, donc ça me paraît bizarre. Ouais, en plus, en sachant que... Et en plus, je vois pas comment ça pourrait être lié, parce que par exemple, Ryukishi, il aime faire des refs dans ses univers. Par exemple, dans Umineko, je sais pas si toi tu l'as vu ou tu l'as remarqué dans ta lecture, mais dans Umineko, il y a les personnages qui font une ref en disant ouais, actuellement je suis en train de jouer un jeu, un espèce de jeu où il y a souvent beaucoup de lectures qui s'appelle Higurashi no Kokoro, tu vois. Ah, j'en suis pas encore là. Genre, Ou alors j'ai zappé. Ah, excuse-moi, bon, en tout cas, si j'ai Non, non, mais pour c'est le spoil, mais... c'est rien du tout. Ah, voilà, donc... Voilà, et en plus, t'as un autre personnage d'Higurashi qui apparaît dans Ciconia, mais là encore, ça peut être expliqué parce que va me dire que le bonhomme il a plus de 100 ans, quoi, alors que c'est catégoriquement impossible. Il me semble, oui, voilà, c'est un truc quand je te parlais quand on matait les épisodes, c'est qu'il y a une gamine, il me semble qu'il y a des théories sur une gamine de la classe de Rika qui aurait la tête d'un personnage de Ciconia ou je sais pas quoi. Oui, c'est... En fait, c'est un personnage, genre, qui a les cheveux noirs foncés, ou gris, je sais plus. Et en fait, il y avait des théories comme quoi plutôt c'était noisette, un la perso de gamine. Ciconia. Donc, Ouais, elle a joué plutôt noisette la gamine et on disait que c'était un personnage de... Enfin, la théorie disait que c'était un personnage de Ciconia, sauf que là encore... bah, c'est très peu c'est très peu crédible, hein. C'est vraiment un personnage, on l'a vu 2 fois. D'ailleurs, il me semble qu'elle a été... ouais, on la voit 2 fois. Elle a été pas tant redesignée que ça par rapport aux quelques screens qu'on peut voir d'elle dans le premier animé, hein. Donc il y a eu cette référence, mais personne n'a souligné beaucoup, hein. Tout le monde voulait... En fait, il y a une grosse hype train vers Umineko, je sais pas pourquoi, mais tout le monde était en mode ouais, Umineko. Ouais, voilà, bah apparemment c'est une masterclass, incompréhensible. hein, donc voilà, c'est sûrement pour ça. Mais et puis je comprends que Ouais. quand on est deux œuvres qui soient aussi marquantes l'une que l'autre, on veuille qu'il y ait des liens. Mais voilà, comme j'ai dit, pour l'instant, C'est ça. ça se fait au détriment parce que mettons même, je le répète, hein, ça c'est un truc vraiment que je veux que les fans d'Umineko se disent, c'est que même si on prend juste le fait que oh c'est un crossover avec Umineko, le crossover est mal fait. Parce que même en ne connaissant pas Umineko, je vois que le crossover est mal fait parce que le crossover est mal pensé parce que y a rien de ce qui fait normalement la force d'un crossover. Bah, par exemple, Ewa, on sait pas si c'est Featherine, on sait pas si c'est un double de Featherine, on sait On pas si c'est sait la pas moitié de d'où elle Featherine. vient, on sait Et pas je son sais pas lien si- avec les autres personnages, on sait pas pourquoi elle est là. Tu peux pas juste balancer, même si t'as prévu d'autres séries, d'autres OAV, d'autres trucs derrière, tu peux pas juste te contenter au départ de oh regarde il y a ce personnage là, regarde bon c'est un mauvais exemple de dire il y a Superman dans Gotham City parce que maintenant on admet plus ou moins que c'est dans le même univers vu qu'on en a vu tellement des crossovers, mais imaginons Voilà. voilà, c'est maintenant on va te faire. Oh regarde, il y a One Piece dans, il y a Goku dans l'univers de One Piece. Et tu sais ils veulent faire une série crossover. Mais tu peux pas te contenter de juste pas expliquer pourquoi il est là, quel est son rapport avec les autres persos. Tu peux pas faire du mystère à la con comme ça pour essayer de faire un puzzle qui bah du coup n'a aucun sens parce qu'on a aucun début de piste. On a des références à la con qui peuvent éventuellement évoquer des trucs qu'on connaît, mais c'est tout quoi. Voilà. Et encore, j'avais discuté avec un autre ami pendant mon live vendredi soir, c'est qu'en fait, j'ai pas fait Umineko, mais lui, il est en train de le faire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de références à Umineko, genre, par exemple, Satou Cess dans Umineko, bah justement, encore une fois, Burn Castle et Lambda Delta. Mais encore, c'est mal amené, et en plus, bah, techniquement, c'est grave incohérent parce que Lambda Delta n'est pas Satoko, techniquement. D'accord. On a souvent dit que c'était Takano. Et
Bernd Castel, bah, c'est censé incarner, si je me souviens de ce que j'ai entendu, le désespoir de Rika. Vu les boucles. Bah voilà, si c'est ça, si c'est... Parce qu'en fait, s'il y a une dualité entre... Parce que je connais pas le lien entre Lambda et Bernd Castel, mais s'il y a une dualité entre elles, effectivement, c'est beaucoup plus Takano qui devrait être lié, quoi. C'est ça. En plus, la dualité Bernd Castel et Lambda Delta, de ce qu'on m'a dit, elle est mieux apportée que ce qu'on a là, parce que la dualité qu'on a là, bah, c'est toujours... J'espère, parce que sinon, au Mineko, ça va être une torture. Ah ouais, mais clairement. Et je crois même que Césarine est mieux écrite que là, parce que là, bon, là, bah, niveau écriture, on en repassera, hein. Effectivement. Aussi, truc que j'ai pas évoqué, qui m'a fait câbler un peu, c'est le fait qu'à un moment, t'as Mion, je crois, qui dit « Oh, de toute façon, tu es parti pour 3 ans !» D'accord. Donc en fait, je vais résumer. C'est-à-dire qu'en fait, Satoko a fait chier Rika, a fait des boucles et l'a tué pendant je sais pas combien de temps, parce qu'elle avait pas envie de l'attendre 3 ans. Voilà pourquoi les enfants, l'impatience n'est pas toujours une chose incroyable. Ouais, c'est ça, c'est... Non mais vraiment, cette réplique, elle m'a achevé. Waouh, quoi. Incroyable. Voilà pourquoi l'impatience... Enfin bref, c'est pour enfoncer un peu plus le ridicule de la situation. Qu'est-ce qu'il nous reste à évoquer sur cet épisode? On en était au générique, du coup, le après... meilleur personnage de... Le meilleur... Voilà, le meilleur... Alors, le générique, fanservice, c'est la première c'est la chanteuse du premier OP de la première série qui chante un Diryu DVM. Qui chante Diryu, ouais. Voilà. Voilà, bon, Diryu encore, qui normalement... ça aurait été bien, c'est animé. Diryu dans le VN, ça m'a fait pleurer, hein, je vais pas vous mentir, ça m'a fait pleurer dans le VN, mais là, tu t'en fous, quoi, tu fais « Ah, c'est Diryu !» et puis c'est tout, tu n'en as rien à faire. Ouais, c'était ma réaction, ça. Ouais. Ensuite, bah, t'as les autres personnages non joueurs qui apparaissent, t'as Takano et Tomitake qui sont ensemble. D'abord, il me semble que le premier à apparaître, c'est Oishi, il me semble Oishi et la famille Sonozaki. Ouais, donc tu t'en fous. Oishi qui est d'ailleurs... T'apportes aucune information. Voilà, c'est ça, voilà. Ensuite, il y a effectivement Irie, la clinique, qui revoit Takano et... Ça. Et là... Ah oui, et là, alors, et là... Alors là, je vous jure qu'on s'est tapé un fou rire magistral. On a le retour du meilleur perso de la série, l'homme, le mythe, la légende, hein. Bon, on a le retour de Satoshi. Voilà, et le truc du retour de Satoshi qui est quand même assez étrange, c'est que Satoko, elle a fait je sais pas combien de boucles de plusieurs années qui arrivaient du coup à cette même période, et pourtant, à aucun moment il s'est réveillé. Ces gens-là, ils se réveillent parce que... Et d'autant que c'est même pas comme si c'était parce que oh, tout est bien qui finit bien. Non, parce que bah, comme on a vu, la dualité entre Rika et Satoko est pas terminée de ce qu'on en a vu. Donc voilà. Je sais pas pourquoi non. En plus, d'ailleurs, mention spéciale à la pauvre doubleuse de Satoshi qui a été vraiment mal payée parce qu'il est apparu pour genre dire 2 répliques. Donc la pauvre. Hein. Effectivement. Voilà, on peut évoquer aussi, on a le meilleur personnage, le vrai meilleur personnage qui était Pei. Y a pas une autre scène avant? Si, il me semble qu'on voit chier, mais on s'en fout. Ouais, on voit chier, on s'en fout. On a le retour de Chion qui a Ah oui, alors la scène avec Teppei. Alors, il y a quand même, si je devais donner une qualité à Gu et Sotsu, ce serait Teppei. Teppei qui a été le personnage le mieux développé, je pense qu'on est d'accord. On est d'accord. Voilà, et surtout qui est, je considère ça vraiment comme une qualité parce que comment dire, ces persos vraiment au début tu le détestes. Enfin, au début de la série encore, parce que t'as toujours les souvenirs d'Higurashi, donc voilà. Et à la fin, t'as admis qu'il était gentil. Et voilà, quand l'animé arrive au moins à te faire cette transition-là, c'est que il était pas totalement inutile. Reste que ça aurait dû être le scénario d'un tome bonus ou d'un OAV. Encore une fois, ça aurait pas dû être le scénario d'une série crossover sur 2 saisons. Bon, après là, on l'a pas mentionné, mais bon, c'est pas non plus important, mais t'avais Akasaka qui démontait un oui, voilà, on s'en fout. Et donc, voilà. Alors, ça aurait été bien de montrer aussi comment Chion et les autres ont accueilli le retour de Teppei, parce que là, c'est genre... Teppei. Tu sais, t'es là, tu vois Chion qui fait « Hey, salut Teppei !» D'accord, s'il vous plaît.
genre c'était un peu les scènes intéressantes. Ta tête à toi de base c'est ça, base parce que dans nos têtes à nous c'est chiant, elle veut sa mort, hein, TP. Oui, voilà, c'est à part Keiichi, c'est celle qui a voulu le plus sa mort dans Higurashi, hein. Ça. Et la meuf, genre, on la voit taper la cause avec le bonhomme sans explication. Je sais pas pourquoi. Et voilà, et bon, voilà, on peut juste admettre au moins que j'ai été plutôt satisfait de voir cette petite famille recomposée. C'est vraiment la seule scène de cet arc qui m'a fait un vrai pincement au cœur, je dois avouer. Bon, la musique a sûrement joué, mais t'as cette petite famille recomposée avec Shion, Teppei et Satoko, et ça fait plutôt plaisir de voir que Satoko a au moins pu retrouver une famille décente après le tome 8. C'est ça, parce que là, elle a du coup un semblant de grande sœur, un oncle, donc une famille où vivre, elle a quelqu'un, quoi. Voilà, et on suit avec la scène on sait pas qui c'est, on va toujours l'appeler Satoru, hein, qui quitte le corps de Satoko. Je ne sais que dire sur cette scène, hein, sinon qu'encore une fois c'est ridicule et ça te fait reconsidérer tout ce que t'as vu avant en mode bah oui mais du coup tout ce qu'on a vu c'est pas Satoko, c'était un personnage dont on s'en fout, qu'on connaît pas, et du coup tout le duel qu'on a vu, bah rétroactivement tu te dis pourquoi on nous a montré ça en fait si c'était pour voir le duel entre Rika et une random. C'est ça. En plus, il me semble que... on voit le duel Rika Satoko. Est-ce que alors moi de ce que j'en sais, des informations que j'ai, c'est soit une référence à Omineko, donc avec Lambda, donc mais ça c'est encore qu'une théorie, soit c'est un fragment, parce que il me semble que dans l'épisode 10, elle dit tu n'es qu'un résidu de fragment d'une autre Satoko, etc. Donc ça pourrait sous-entendre que elle c'est le résidu d'un autre fragment de la colère de Satoko. Est-ce que t'as des informations en plus à apporter sur ce personnage, parce que je comprends pas, toujours pas. Alors, selon les théories que j'ai lues, bah, tout le monde criait à Lambda Delta, hein, tout le monde était en mode ah c'est Lambda Delta, non. Et alors moi j'avais claqué une autre théorie, j'avais claqué quoi? J'avais claqué je pense que c'était du coup EA qui manipulait Satoko pour se divertir personnellement. Genre, oui, elle voulait pas interférer, mais ça paraît très logique. Moi, j'étais en mode, je me disais, c'est une entité qu'elle a créée ou c'est un truc qui est lié à elle, quoi. Enfin, même si c'est pas directement sa manipulation, ça peut être un perso qu'elle a créé ou quelque chose comme ça. Bon, on le voit clairement que ça peut être une de ses créations parce que quand on le voit du coup dans la scène de l'épisode 12, enfin 10, Sato Rouge et l'autre Satoko. T'as EA limite qui regarde Satoko en mode Sato Rouge en disant si tu élimines cette Satoko Ojo, je te débarrasse de tout regret et tout remords. Voilà. Mais le truc qui est bizarre, c'est qu'elle pourrait aussi bien dire ça au résidu d'un fragment de Satoko d'un autre tome, tu vois, ou un truc comme ça. Donc en fait, voilà, on n'a aucune réponse. Et le problème, c'est que quand tu conclus ta saison 2 et qu'on sait toujours pas quel personnage combattait avec lequel, c'est quand même compliqué. C'est ça. Et d'autant que ça change pas grand chose au fait que tout le moment où elle avait les yeux rouges et où elle était trop méchante et où elle tue tout le monde, et bah c'était juste ridicule et c'était chiant à voir. Ça. Ensuite, bah du coup, plan sur les cerisiers, zoom sur le sanctuaire fondé, là tu vois nous qui a repop encore une fois, qui est là. Et la question que j'ai envie de poser, du coup, suite à cette scène, c'est est-ce que t'as pas complètement le sentiment que que cette fin, ça aurait dû être le début? Oui, je pense même que ça aurait dû être le début de Gou, en fait, parce que je pense qu'ils auraient pu commencer Gou avec l'arc Saint-Lucia en incorporant cette scène, c'est-à-dire qu'on a la scène où justement on voit tout le monde se retrouver et tout, on a la famille recomposée, on a ces scènes-là, et on a Saint-Lucia. Voilà, on voit Satoko qui du coup se voit que même si elle a ses amis et que elle a pas une situation ultra stable après le tome 8 et elle a encore des traumatismes vis-à-vis de son oncle, vis-à-vis du syndrome, etc. Et le truc que je voulais évoquer le plus, c'est que du coup finalement non, elle était pas syndromée. Voilà, elle avait pas le syndrome alors que c'était quand même un peu le truc le plus évident à faire. Enfin non, je sais pas. Ouais, voilà. Mais non, du coup, voilà, tu nous fais ressurgir le syndrome de Satoko en mode, c'est le personnage qui, contrairement à tous les autres, a pas pu endiguer son syndrome parce que elle a toujours des paranoïas, elle a toujours des insécurités, etc. Des crises. Voilà, et tu la montrerais
devenir une loupeuse, donc prendre son destin en main pour faire quelque chose par la suite. Et on aurait pu avoir une symbolique du coup sur le fait que devenir une loupeuse, ça aurait été pour Satoko une sorte de façon de devenir adulte, quoi, C'est ça, voilà. de se reconstruire. Voilà. Et en plus, elle aurait aussi souffert du vide qu'a laissé le départ de Rika, parce que du coup, bah, elle a plus sa meilleure amie. Ouais, c'est ça. Parce que moi, Rika et Stoko, je les voyais plus comme des sœurs, parce que quand t'arrives à une scène où tu vis ensemble, où vous vivez ensemble, vous mangez dans la même table, tous les jours, vous partagez la même chambre. Ouais, c'est ça, et c'est ça le truc qui m'a le plus énervé avec Gu et Sotsu, c'est le fait que t'as absolument pas l'impression que Satoko pourrait en vouloir à ce point à Rika et qu'elle serait déraisonnable à ce point envers Rika. Tant que t'as pas mis en avant toutes justement ces insécurités, le fait qu'elle se sente toute seule, etc. quoi. C'est ça. Et le problème c'est que derrière ça, du coup, toute la série repose sur un truc que même ce dernier épisode montre quelque chose qui aurait été mieux. C'est-à-dire que tu montres cette scène où Satoko regarde le train partir et donc tu sais, elle en veut un tout petit peu à Rika de la laisser, mais elle sait que c'est pas sa faute parce que voilà, il faut qu'elle parte de son propre côté, donc quelque part voilà, et puis elle a toujours ses amis. Et t'aurais pu partir de cette prémisse et montrer une Satoko vraiment ado pour le coup, qui refuse de grandir. En soi, je pense que si vraiment Sotsu pouvait apporter un message, le message qu'il aurait pu apporter si son seigneur était bien, c'était d'accepter le départ d'un être cher. Bah, c'est ça quelque part qu'il essaye de faire, mais enfin, parce que bah voilà, le scénario souffre de ses multiples défauts, du coup bah le message est présent, mais il est mal apporté, du coup bah en fait moi au-delà de montrer laisser partir un être cher, ça en fait laisser partir un être cher, ça aurait dû être la base de quelques épisodes, de montrer que voilà Satoko la laisse partir des premiers épisodes. Mais s'il y avait un grand thème à évoquer sur le personnage de Satoko, c'est la reconstruction, enfin se reconstruire une vie derrière. Voilà, le passage à l'âge adulte, le passage à l'âge adulte d'une personne fragilisée. Ça aurait été super intéressant. Et t'aurais pu en profiter pour montrer que elle trouve aussi des points communs avec les autres membres du club, que voilà, toute cette expérience les a pas laissés indifférents chacun. C'est ça, que le club partage un lien d'amitié qui est très fort. Et là, pour le coup, t'aurais pu faire que tout le club se serait mis aurait été au courant et seraient pas tous devenus des loopers ou quoi, mais au moins aurait été au courant de ça et que du coup ils auraient pu exploiter quelque chose en rapport avec ça. Mais bon, après là on part dans les spéculations de qu'est-ce que ça aurait pu être. Enfin, tout ça pour dire que cette fin d'épisode 15, clairement elle donne un sentiment d'inachevé. Déjà parce que t'as l'impression que c'est là où ça aurait dû commencer, et en plus parce que pour moi c'est évident qu'ils vont préparer un truc suivant. Peut-être pas une saison 3, peut-être des OAV, c'est ce que j'espère, ou quelque chose comme ça, mais... Bah en tout cas, c'est annoncé, on te donne rendez-vous en décembre pour un événement spécial par la part de 07 Expansion, donc... D'accord. Voilà, et... 07 Expansion. Et pour le coup, je sais plus quoi, est-ce que t'as des attentes, toi, en particulier? Parce que moi, vraiment... Bah écoute... Apparemment, de ce que j'ai entendu dire, l'animé actuel du Mineko qui est fait par Dean, qui ont fait aussi Higurashi 2006, est à chier, hein, apparemment. Il est haché parce que l'animé est inachevé. Apparemment, l'animé est inachevé parce qu'on a que les arcs de questions, on n'a pas les réponses. Après, si je devais donner un avis, voilà, encore une fois, pour moi, on serait sur la même qualité que Higurashi 2006, mais après... voilà. Voilà. Mais en soi, ce qu'on pourrait attendre, c'est alors soit un animé Mineko... mais bien, tu vois, genre un bon animé Umineko. Imagine ils font l'inverse, imagine ils font Umineko fit Higurashi. Oh mon dieu. C'est-à-dire que voilà, tu sais, t'as eu la saison où c'était EUA qui allait dans le monde du machin, etc. Et que elle revient dans Umineko et que les personnages la suivent ou je sais pas quoi. Et là tu vois Anu qui la traque en mode je te retrouverai. Je te trouverai, je te tuerai, tu vois. Voilà, c'est ça, elle nous fait une taquenne. Mais exactement. Mais voilà, moi j'ai pas grand chose à en attendre de plus, honnêtement, de ce qui va se passer ensuite. Moi, pour moi, je tente pas grand chose parce que Sotsu, moi, honnêtement, le message du on se retrouvera dans un autre sanglo, qu'elle se lâche. Moi, j'ai pas spécialement spéculé à une liaison, une suite avec quoi que ce soit. Mais même au-delà de ça, t'as quand même, enfin,
t'as quand même un arrière-goût d'inachevé dans cette série, le côté ouais Satoko Sato Rouge qui part et qui fait bon maintenant il est temps de poursuivre Rika, tu vois il y a un truc, enfin, tu sens qu'ils ont laissé des pistes pour se laisser une porte d'ouverture quoi, même si c'est peut-être pas prévu pour tout de suite. Je pense que la théorie que on pourrait mettre en place, c'est que Sato Rouge, en fait, quand il a dit je te romps ton corps, je pense que c'est la loupeuse qui a quitté le corps de Satoko, et que du coup Satoko n'est plus une loupeuse, mais la Satoko qui est une loupeuse est partie voir Rika dans une autre loupe. Ah, tu voudrais dire qu'ils ont laissé une Satoko pour que le monde d'Higurashi soit pas en bordel, mais qu'elle s'est quand même dédoublée en deux. C'est ça. Bah parce qu'on l'a bien vu qu'elle peut le faire, enfin qu'elle l'a fait, parce que t'as Sato Rouge et t'as Satoko du coup. Voilà, mais en tout cas, du coup, moi, cette fin me donne quand même un arrière-goût d'infini, d'inachevé plutôt. Et voilà. en fait, t'as l'impression qu'ils ont laissé le village en plan, que ça y est, maintenant le village c'est terminé, on n'y reviendra plus, mais qu'ils veulent quand même faire un truc pour la suite avec les loopers, etc. Du coup, est-ce que du coup la suite de la série ça va être Rika et Satoko, mais dans un autre lieu ou univers? Ouais, j'espère pas, mais j'espère pas. Déjà qu'ils ont rien Moi réussi. non plus. Déjà qu'ils ont rien réussi à faire de Rika et Satoko dans ce truc-là, parce qu'au final on en revient au même point, hein. On en revient vraiment au même point, c'est-à-dire que à part Satoko qui a trouvé de Teppei qui a évolué, et encore c'est même pas en lien avec tout le développement de Satoko, enfin développement entre guillemets, mais entre tout ce qui s'est passé avec Satoko, voilà, à part ça y a rien qui a changé à la fin quoi. Ah, il n'y a pas la moindre. En fait, on nous a fait tout un tintouin pour revenir au point où que le tome 8 avait laissé. Et la seule différence finalement, c'est que bon, il y a un happy end total vu que effectivement Satoko maintenant a une famille et qu'elle va bien, mais que du coup ils en sont arrivés au point de Rika a une dualité avec peut-être Lambda Delta peut-être, on sait pas. C'est ça, voilà. Et du coup on a l'impression d'avoir vu 39 épisodes de pas grand chose. Voilà, de teasing éventuellement, mais pas beaucoup plus. Et c'est en ça que je me répète, ils auraient dû faire des OAV, ils auraient dû faire un truc, mais pas ça, quoi. En fait, ce qu'ils ont fait, je pense que c'est un très mauvais choix, parce que ce qu'ils auraient pu faire, c'est, ils auraient pu nous faire, en fait, au lieu de faire une série entière de 39 épisodes, ils auraient pu nous faire des OAV, en fait. Avec la qualité, avec les animations, et nous faire des OAV sur... voilà, et puis même ça aurait permis de s'affranchir un peu du contrainte de saison et du fait de laisser tout le temps un cliffhanger, de faire que voilà tu nous fais une série d'OAV où voilà à chaque fois t'as un élément d'intrigue qui se développe, et quand t'arrives à la fin que tu nous as fait 8-9 OAV, comme ça t'arrives, c'est bon, t'as raccordé avec Kumineko si c'est ça l'objectif. Du coup t'as quelque chose à rajouter? Bon, hormis le fait que si on devait noter ça, je noterais ça de manière incroyable, en donnant un 10 sur 20 incroyable. Ah bah t'es gentil quand même, parce que moi franchement non, je peux pas noter je peux pas noter 0 parce que c'est du higou, donc ça fait plaisir, tu vois, c'est pas comme si tu regardais un animé random, ça fait plaisir. Et puis il y a eu quand même, il y a eu Teppei, il y a eu la mise en scène de certains trucs que moi j'aimais bien voir, il y a eu certains points assez intelligents dans le scénar et la mise en scène, mais le global franchement je donnerais un 7, un 8 maximum. Ouais, ça fera un honnête, ouais, ce que j'allais dire, ça te fera un honnête 5 en fait. C'est un 8 ou un 7, tu vois, mais ça dépasse pas plus. Et d'ailleurs, j'avais noté Sotsu, juste Sotsu, j'ai dû mettre quoi comme... Ah oui, j'ai mis 0,000,1 sur 20. Ouais, voilà. Parce que Sotsu, vraiment, quand tu sors de Gou, il y avait des bonnes idées. Gou, je le défendrai encore. Oui, Gou, il y avait des bonnes idées. Il y a eu beaucoup de maladresses, mais en fait, c'était surtout ça. C'était des maladresses dans Gou. Dans Sotsu, il y a vraiment eu des choix stupides, juste stupides et qui faisaient aucun sens scénaristiquement. Voilà, quoi. Encore dans Gou, je voulais bien admettre que la dualité entre Rika et Satoko, etc. soit maladroite, que ça ait pas été assez bien pensé. Mais là non, c'est juste n'importe quoi de bout en bout en fait. Ça, cette dualité elle est mal apportée, encore une fois. En plus même la construction de la saison n'a aucun sens parce que on te montre deux arcs, on te montre les deux arcs, les deux premiers arcs finalement ont servi à rien du tout. On te montre des images recyclées, le mystère a aussi été super mal pensé parce que au début on partait sur on sait pas qui c'est le méchant, etc. Du coup on te met des images et ensuite on te remonte les mêmes images juste pour bien te confirmer que c'est elle la méchante alors qu'on l'a compris il y a 10 épisodes, tu vois.
C'est ça, voilà. Donc voilà, ça a été très mal fait, je trouve, notamment Sotsu. Et comment savoir que ce n'est pas la méchante quand elle rigole, elle sourit, Voilà, c'est ça, elle se roule par le manque terre. de subtilité est affligeant aussi. C'est ça. C'est ça, voilà. Voilà. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter sur Gu Sotsu en bilan? Je pense que ça aurait pu être bien s'ils avaient mieux géré. Et bah sinon, hormis ça, bah y a pas grand chose que je pourrais dire. Moi encore, vu que j'ai pas fait le Venge, j'ai juste une chose à dire si je préfère la première série. Sinon, hormis ça, bah voilà. Et voilà, et ben moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et de toute façon, vous avez toutes les reviews si vous voulez revoir mon avis sur Gu et Sotsu en entier. Voilà. Et et les reviews des épisodes de Sotsu sur la chaîne Higurashima aussi. Donc. Voilà, lien en description évidemment. Et du coup, bah merci Exactement. d'avoir été présent pour cette dernière review. Bah écoute, je te remercie de m'avoir accordé de faire part de ma présence. Je te remercie pour ça. Et voilà, et nous on se retrouvera dans d'autres aventures absolument fabuleuses. Voilà, est-ce que je ferai des reviews s'il y a une saison 3? Non. Voilà. Non, clairement pas. Moi d'ailleurs j'ai retourné ma veste, hein. Je te dis clairement, Higurashi est pour moi mon animé préféré, mais c'est bon, ça a assez duré, Sotsu m'a vraiment dégoûté, mais bon, après Higurashi j'aimerais toujours, mais voilà, faut savoir aimer d'autres choses et savoir s'ouvrir à d'autres univers. Bref, Higurashi, c'est la vie. Allez, salut à tous. C'est la vie. Merci d'avoir regardé, à la prochaine. Ciao. Ciao tout le monde.